L'Oppidum. La parole culturelle de Lectoure. Chères auditrices, chers auditeurs, nouvel épisode de l'Oppidum, la parole culturelle de Lectoure. Et aujourd'hui, oui messieurs, dames, l'homme de la compagnie Yves Marc lui-même. Bonjour Yves. Bonjour Laurent. Alors Yves, vous êtes un homme de théâtre. Mm-hmm. Vous êtes un homme de corps, si je puis m'exprimer ainsi. C'est ça. Vous êtes un homme de public, bon ou mauvais. Oui. Et oui. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter en quelques mots pour nos auditrices et auditeurs, parce que vous avez un parcours qui est tellement riche. Et puis, on va en venir évidemment à votre actualité, mais je suis tout oui, nos auditrices et auditeurs sont tout oui. Écoutez, je vais faire court, parce que bon, ça s'entend peut-être pas à la radio, mais je ne suis plus tout jeune. Mais c'est vrai que j'ai un parcours qui a été riche, parcours artistique, parcours de vie intéressant après 50 ans à Paris, de compagnie, une compagnie qui était, je dirais un peu la grosse compagnie dans ce qu'on appelait les arts du mime et du geste, qui s'appelait la compagnie Théâtre du Mouvement que je dirigeais avec Claire Hegen. Et voilà, l'envie du soleil m'a pris, et me voilà à Lectoure où j'ai remonté donc une structure associative qui s'appelle Compagnie Yves Marc Théâtre du Mouvement. Ça me permet de répéter, d'avoir un lieu d'abord à Clavers, d'avoir un lieu de travail, un lieu de stage, de formation professionnelle, un stage de week-end ouvert à tous sur le corps. Et aussi beaucoup de mise en scène, d'accompagnement artistique de jeunes compagnies plutôt régionales, on va dire. Donc un homme qui revient sur les territoires de Lectoure après 50 ans de Paris. Comment avez-vous fait pour survivre ? Il a fallu travailler, mais je continue des fois à survivre en dehors de Lectoure, faut le dire quand même. Aussi, c'est possible. Oui. Donc depuis 2017, la compagnie Yves Marc Théâtre du Mouvement. Et alors Yves, vous avez une actualité, mais alors à l'heure où nous enregistrons, elle date d'il y a 3-4 jours. Mais qu'est-ce qui se passe ? Racontez-nous, j'en bafouille, j'en perds mes mots. C'est la troisième partie d'un triptyque. C'est ça. C'est absolument incroyable. C'est la première fois que je vois une conférence / spectacle sur ce sujet-là. Allez, Yves, dites-nous tout parce que c'est fou. Alors, troisième volet d'un triptyque. La forme est un peu particulière puisque ce sont des spectacles en forme de conférence. C'est-à-dire que je donne des informations le plus scientifique possible, mais c'est construit comme un spectacle. Et c'est quelque chose qu'on avait lancé avec le Théâtre du Mouvement en région parisienne. La première conférence était sur la marche. Ça s'appelait « Si la Joconde avait des jambes ». Après, j'en ai créé un autre qui était sur l'expression de la pensée, qui est un de mes dadas, et ça s'appelait « Je pense, donc ça se voit ». Et puis après j'ai créé le fameux triptyque, donc un qui s'appelle « Ce corps qui parle », où j'ai dû faire à peu près 300 dates, aussi bien au Québec qu'en Belgique, en France. J'ai failli aller en Afrique aussi, mais ça s'est pas tout à fait fait. Un duo qui s'appelait Ccorps.com sur la communication non verbale. Et puis voilà, il y avait dans tous ces corps que j'ai pu croiser en accompagnement, en formation, en coaching, il y avait des corps, j'ai rencontré beaucoup des soignants, des médiateurs, des coachs, des DRH qui se posaient la question du corps, le statut du corps dans, par exemple, un groupe d'avocats du barreau de Paris m'a dit, mais qu'en est-il du corps dans la médiation ? Et donc je me suis posé pas mal de questions sur le corps en général. Et comme j'avais fait un petit détour au-delà du théâtre par les neurosciences et la communication, un beau jour d'avril 2020, dans le plein confinement, m'est venue cette idée à laquelle j'aurais dû penser plus tôt, qui est « Qu'en est-il du corps du spectateur ?» Et donc j'ai inversé la focale. Au lieu qu'on arrête de regarder de la salle vers la scène, de la scène, on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe chez le spectateur dans la réception du spectacle vivant. Et né donc à Mirande, au Festival des Scènes Magiques, samedi soir, public : mode d'emploi, ? Alors sachez, chers auditrices, chers auditeurs, que nous sommes début juin, nous enregistrons. Et donc c'est arrivé le week-end dernier, vous avez eu cette idée-là. Mais c'est absolument incroyable ça, Yves. Je n'avais jamais pensé qu'on pourrait s'intéresser du côté de cette focale finalement, sans pour autant déflorer quoi que ce soit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus, s'il vous plaît ? En fait, on se rend compte, d'une manière simple, je dirais, nous, entre acteurs, des fois on sort de scène, on se dit « Oh, c'était magnifique ce soir. C'était une salle extra. Ils étaient là, présents, concentrés, attentifs. On a l'impression d'être partis en voyage avec eux. » Puis d'autres fois, on se dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait de travers ? Parce qu'ils n'étaient pas là. J'ai l'impression de tomber sur une salle qui ne réagissait pas, une salle inerte, morte, quoi. »
Et donc, évidemment, ça pose des questions dans le monde du théâtre, mais au-delà de ça, si vous voulez, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe dans l'intimité des corps du spectateur? En fait, c'est ça. Je suis passé par les neurosciences, qu'est-ce qui se passe dans les corps au moment de l'acte, si vous voulez, de transmission d'un spectacle. Donc, c'est des histoires vous connaissez le mot l'empathie. On est en empathie ou on n'est pas en empathie. On est associé à ce qu'on fait ou on peut être dissocié. On peut être en présence avec soi-même, en présence avec les autres ou pas. Donc, je dirais que le spectateur a un peu le choix de se relier à la scène ou non. S'il est dans l'intention d'être spectateur, ou si, juste avant que ça commence, il est encore en train d'envoyer ses SMS avec son portable, et là, il prend ce qui vient quand ça vient. Mais voilà, moi, je prône une certaine éducation du spectateur en disant, mais écoutez, soyez présents. Vous devez valoriser ce moment sacré du spectacle présent, du spectacle vivant entre une salle et une scène. C'est ça. Alors c'est absolument passionnant, c'est parfois plus facile à dire qu'à faire parce que vous l'avez dit vous-même, les téléphones viennent souvent jouer de mauvais tours, même pendant une représentation. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Encore une fois, je suis pas là pour déflorer quoi que ce soit parce qu'il faut aller voir alors la conférence, mais allez, un petit teaser s'il vous plaît, Yves. Puisqu'il fallait être provoquant, puisque quand même il y a une certaine provocation, un clin d'œil provoquant de dire tiens, on va interroger la qualité du spectateur, c'est quand même un peu gonflé, quoi. Un acteur qui vient dire écoutez, vous spectateur, vous êtes bon. Enfin, voilà. Mais par contre, dans ma provocation douce et très amicale, je propose des pratiques. C'est-à-dire que je descends de scène, je vais dans le public, je demande au public de fermer les yeux et je leur fais sentir un certain nombre de choses dans leur corps. Et après, je reviens sur scène. Voilà, on a été dans un certain état de corps. Et puis moi, après, je vous ai fait un monologue dramatique, Racine, ou alors je vous ai fait une chorégraphie, je vous ai fait ça. L'état de corps dans lequel vous étiez, vous a-t-il mis en résonance avec la scène ou pas? Globalement, c'est ça. Double provocation. Ah, écoutez, j'en suis un peu abasourdi, c'est absolument passionnant. Oui, en tout cas, ça m'a passionné moi, je sais pas, mais enfin bon, les spectateurs ont très bien réagi à Mirande et je pense que c'est un spectacle qui devrait, j'espère, tourner, peut-être Avignon l'année prochaine, Paris peut-être, je sais pas. En tout cas, j'ai envie qu'ils vivent parce que c'est vrai que c'est un point de vue un peu particulier. Très original en tout cas. Original. Au début, je l'avais pensé un peu provoquant, mais il est surtout très amical et très c'est un remerciement aux spectateurs d'être là. Exactement, c'est ce que j'ai voulu dire. À la période du virtuel, après le Covid, on dit mais spectateurs, c'est un miracle chaque fois renouvelé quand même. Vous êtes là ce soir, c'est extraordinaire, vraiment. Merci d'être là. Yves, vous sentez qu'après le Covid, qui était déjà il y a 3 ans, pile poil, rappelez-vous, vous sentez que c'est encore difficile de faire venir le public dans les salles? Ah, il y a des salles qui souffrent. À Paris, entre autres, les salles souffrent. Disons qu'en province, l'action artistique, l'action culturelle fait que ça passe par des structures qui se donnent les moyens de communiquer, de faire venir du monde. Mais je sais qu'il y a des petits théâtres privés à Paris qui souffrent. Moi, j'ai des amis qui ont joué là récemment, qui me disent quand on remplissait, maintenant on est à demi-salle, quoi. Ça reste vrai. Temps de remonter l'énergie, la dynamique, parce que les gens ont vu qu'en fait, ils pouvaient avoir une activité culturelle en restant chez eux, avec le cinéma, les nouvelles technologies, Internet et tout ça, les nouveaux systèmes de communication. Donc en fait, le théâtre, en tant qu'acte vivant, ils se sont rendus compte, ils ont pu faire semblant de s'en passer. Mais en fait, c'est pas vrai. On ne s'en passe pas. Il y a des expériences scientifiques qui ont été faites que, par exemple, j'en parle dans mon spectacle, mais il y a une expérience scientifique qui a été faite un groupe de spectateurs qui voit une chorégraphie live et un autre groupe de spectateurs qui voit la chorégraphie sur petit écran. L'activité électrique, cérébrale et corporelle est divisée par 4. C'est-à-dire l'impact perceptif et sensoriel est divisé par 4. Donc ça veut dire, non, la télévision ne remplace pas le spectacle vivant. Il ne le remplacera jamais. Il ne remplacera jamais, d'abord parce qu'il y a des acteurs, et puis c'est leur métier, et ils donnent leur vie à ça, et je parle quand même un peu des acteurs dans mon spectacle. Je leur dis, voilà, on passe notre vie, on dédie notre vie aux spectateurs, donc quand il n'y a plus de spectateurs, on est un peu malheureux, vous voyez ça. Ce qui fut le cas il y a 3 ans, je reviens à ces fameux 3 ans, et là c'était l'enfer. Et je rappelle que vous étiez qualifié de non essentiel, ce qui était absolument abominable, si je puis me permettre. Ce jugement de valeur. Yves,
Revenons un petit peu en arrière, parce que vous avez une carrière absolument incroyable. On a parlé dans ce podcast de théâtre de texte. Vous êtes plutôt sur le théâtre de corps. Allez, dites-nous-en un tout petit peu plus, s'il vous plaît, parce que vous en avez déjà un peu parlé, mais quelle est la différence? Parce qu'il y a un historique très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous le brosser, s'il vous plaît? Disons qu'en France, il y a une grande tradition du théâtre littéraire, disons depuis le 18e, on va dire, mais même avant. Enfin, disons que depuis le 18e, ça a été quand même renforcé par des auteurs dramatiques, par ceci, par cela. Et puis, il y a une période où le théâtre de texte ne devait être dit que par la Comédie Française, et que toutes les compagnies qui avaient s'exprimer autrement, en fait, ils n'avaient plus droit. Et donc est né une certaine forme de théâtre gestuel, silencieux, qui a pu s'appeler mime, pantomime, qui descendait probablement de ce qu'on appelle la commedia dell'arte, théâtre d'improvisation. Et donc il y a eu une véritable expression corporelle, gestuelle, de mouvement, qui est née, l'heure de gloire. C'est Les Enfants du Paradis, vous connaissez ce film génial, c'est De Bureau, c'est le théâtre des funambules, c'est 1830, si vous voulez. Cette pantomime a disparu un petit peu dans sa forme, le visage maquillé blanc, jusqu'à ce que Marcel Marceau la remette d'actualité dans les années, on va dire les années 50, un peu avant déjà. Mais entre-temps, il y avait quand même des rénovateurs du théâtre qui avaient vraiment interrogé la question du corps de l'acteur. Et moi, j'ai eu la chance de travailler le mime, appelé mime corporel, par le professeur de Marcel Marceau, qui était un grand monsieur, un grand poète du corps, un grand connaisseur du corps et homme politique par l'occasion, anarchiste de gauche, qui avait lancé ce travail corporel très analytique, très précis, qui s'appelait mime corporel. Donc c'était un théâtre qui était en silence, bien sûr, mais il avait appuyé cette expression sur des principes artistiques extrêmement forts, extrêmement puissants, reconnus. Après, c'est sûr que ce théâtre, il vaut pour lui-même, mais il a surtout formé et énormément nourri les autres formes théâtrales. Moi, j'ai enseigné dans je ne sais pas combien d'écoles de théâtre, d'écoles nationales. Claire Hegen travaillait avec moi. Depuis 30 ans, elle forme les marionnettistes à Charleville-Mézières, à l'école nationale. J'ai enseigné dans les écoles de cirque, que ce soit au CNAC ou même au Lido à Toulouse. Donc, si vous voulez, cette forme de mime, ce travail corporel théâtral, a formé aussi les autres acteurs. Alors, bien sûr, ça reste une forme en soi, mais c'est aussi beaucoup plus que ça. Ça interroge le corps de l'acteur, qu'il soit parlant, qu'il soit acrobate, même le danseur, qu'il soit marionnettiste, ainsi de suite. C'est une formation du corps de l'acteur. Comment ça vous est venu? Alors, non seulement le virus du théâtre, mais ça, cette passion du corps. Vous étiez un sportif aguerri. Oui, enfin, dans l'autre vie, je m'intéressais au corps et par ma mère, qui était secrétaire artistique à Radio Limoges, j'avais été en contact avec beaucoup d'artistes. Et voilà, ma mère était très sportive elle-même, mais elle avait un pied artistique, et donc voilà, j'ai essayé de relier le corps sportif efficace, du corps artistique. Vous diriez que le théâtre, c'est une discipline exigeante, un peu comme les sportifs? Oui. Alors après, je pense que l'entraînement de l'acteur est un véritable travail. Après, je dirais, ça dépend des techniques, ça dépend des acteurs, et ça dépend de ce qu'ils font. L'entraînement physique de l'acteur, quand ils veulent le faire, c'est un vrai boulot, comme l'entraînement vocal de l'acteur. Après, l'acteur qui s'est formé en école et qui attend que son téléphone sonne pour jouer dans telle ou telle pièce n'a pas d'entraînement et ça ne présente pas d'intérêt. Pour moi, je veux dire, l'acteur, la discipline, elle vient avec l'entraînement. La technique corporelle, et pour moi, je suis spécialiste plutôt du corps et pas de la voix, quoique je parle et je chante un peu, mais ça fait partie pour moi vraiment profondément de l'entraînement d'acteur. Et c'est pour ça que j'accueille des acteurs en formation chez moi ici à Lectoure. Est-ce que ce côté enseignement qui vous caractérise depuis un certain nombre d'années, finalement, ça s'explique aussi par cette envie, depuis toujours, vous avez envie d'être professeur, ou en tout cas d'enseigner, de transmettre? Je dirais pas ça exactement comme ça. J'ai été sportif, niveau niveau régional, on va dire. Mais j'ai eu la chance de commencer mes études à Paris en 68. Et là, tout était possible. Donc, je suis devenu antisportif, comme tous les grands courants philosophiques qui touchaient au corps à cette période-là.
faut quand même savoir qu'il y a eu beaucoup de grands philosophes du corps qui sont devenus antisportifs, et moi j'ai fait pareil. Donc, quand je suis arrivé prof dans mon collège, je n'avais aucune envie d'enseigner le football, aucune envie d'enseigner la gymnastique ou quoi que ce soit. J'étais déjà tourné vers l'artistique. Après, transmettre l'art du mime, l'art du geste, le corps, le mouvement aux acteurs, c'est venu qu'après. Parce que j'étais dans la descendance d'Étienne Decroux, qui était un grand transmetteur, et il y avait cette espèce de mission qui nous est donnée inconsciemment par ce grand homme, c'était de dire, mais faites connaître cette discipline. C'est plutôt venu beaucoup plus tard, pas du tout dans la suite du professeur. Comment s'est fait la transition ? Ça a été quelque chose de brutal ou finalement assez tranquille ? Non, c'est pas tranquille. C'est jamais tranquille, les transitions. En fait, quand j'ai commencé à faire du mime expression corporelle, à l'époque, on appelait ça comme ça, pendant mes études à Paris, de professeur d'éducation physique. Quand j'ai été professeur dans un collège, je me suis arrangé avec ma principale pour pouvoir prendre des cours de mime dans l'école professionnelle d'Étienne Decroux. Et je montais mes premiers spectacles avec les Reagan. Et donc, c'était une semaine complète. Vous voyez, vous avez des cours avec les jeunes, les enfants. Après, j'allais à l'école et après, on montait les premiers spectacles. Donc, quand vous dites tranquille, non, c'était pas tranquille. C'était 80 heures par semaine. Et on y allait avec la rage au cœur. Et puis, on a eu la chance que notre tout premier spectacle a eu un succès très vite, quoi, puisqu'on a eu le premier prix du Festival d'Édimbourg la première année. Donc, après, ça a été parti. C'est les tournées internationales. Et c'est parti très vite. Et du coup, j'ai plus donné de nouvelles à l'Éducation nationale. Mais j'étais engagé par l'Éducation nationale pour des stages quelque temps après. On dirait, mais vous faites du mime, venez. Mais je viens de démissionner. Non, mais venez quand même. C'est une grande histoire d'amour. Absolument, ça va changer. Yves, vous qui avez été parisien pendant très longtemps, si je vous dis Lectoure, vous me répondez quoi ? Je vous dis Lectoure parce que je connaissais Lectoure, parce que dans les années 80, à la fin des années 80, il y a eu ce grand événement à Lectoure qui était l'Académie internationale de l'acteur. Mon ami Patrick Pesin, qui serait content de revenir, enfin qui revient des fois voir Lectoure, avait créé, sur la base d'une compagnie amateur, ici, d'un théâtre qui s'appelait le Théâtre Populaire Lectourois, de Bernard Guittet, qui faisait venir, pour former ses acteurs amateurs, des grands noms du théâtre. Et voilà, puis il y a une mayonnaise qui a pris, et donc Michel Chiron, qui était aussi inspecteur général du théâtre à Paris, et Patrick Pesin ont créé l'Académie internationale de l'acteur, de 86-7, je crois, 92-13. Et pendant 8-9 ans, il y a eu 300 stagiaires par an à Lectoure. Il y a même une petite anecdote, c'est-à-dire qu'ils ont fait venir de la tombe de Tchekhov, ils ont fait venir de la terre de la tombe de Tchekhov pour le mettre dans le petit jardin de Lectoure qui s'appelle la Cerisée. Et la Cerisée s'appelle la Cerisée parce qu'il y a la terre de la tombe de Tchekhov qui a écrit la Cerisée, comme chacun le sait. Donc il y a un certain nombre d'histoires comme ça. Sidney Pollack est venu faire des stages à Lectoure, des grands metteurs en scène russes qu'on connaît moins, mais dans la descendance de Stanislavski, sont venus à Lectoure. Il y a eu des performances, là même dans le grand escalier de la mairie, des stages des performances de Butoh, de cet art traditionnel, cet art contemporain japonais. Donc il y a eu une vraie vie culturelle à Lectoure et on ne peut que souhaiter qu'elle revive de ses cendres. Bien sûr, mais comment vous expliquez ce foisonnement culturel de Lectoure? Ça, je l'explique pas. Est-ce que c'est... je sais pas si tous ces gens-là qui sont venus à Lectoure connaissaient cette histoire de l'académie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je suis venu à Lectoure. C'est parce que le fondateur de cette académie m'a dit, mais va à Lectoure, voilà. Bon. Et après, je sais pas, mais il y a quelque chose d'attachant dans cette ville. C'est vrai. Enfin, moi, je suis pas dans la ville, je suis à la campagne. J'avais besoin de nature et d'arbres et d'écureuils et voilà. Mais il y a quelque chose d'attachant dans cette ville. Après, je ne peux que souhaiter que les institutions municipales et plus largement, donnent vraiment un vrai coup de collier et fassent vivre le potentiel qu'il y a sur Lectoure. Parce que, quand même, des artistes sur Lectoure, il y en a quelques-uns. Et on a bien envie de tous travailler ensemble. Évidemment. Donc, pourquoi pas un festival de compagnie ou quelque chose comme ça. C'est dans l'air. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Yves, je vous remercie. C'était absolument passionnant. Merci Laurent. À bientôt. Ça va, à bientôt, je l'espère. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre un homme absolument passionnant, passionné. Je le dis à chaque fois, mais c'est tout à fait vrai. Eh bien, j'ai l'impression que Lectoure rime réellement avec culture, avec théâtre, comme on vient de le voir avec Yves. Alors, s'il vous plaît, inondez-nous d'étoiles sur vos plateformes favorites. Apple, Spotify,
mettez-nous 5 étoiles, mettez un commentaire, partagez sur les réseaux sociaux et allez visiter évidemment non seulement le site de la ville de Lectoure, mais aussi sa page Facebook. Je vous remercie par avance et Yves, je vous dis encore une fois un très très grand merci. Avec plaisir. Merci Laurent.